Yep, salut tout le monde. Comment ça va? La forme? Bon allez, moteur 2.5 KXF de 2016. Voilà, il va falloir l'ouvrir entièrement et qu'on récupère un carter pour soit le faire ressouder en dessous, soit sinon le changer complètement. On va voir. Donc je vous ferai voir l'état du carter, voilà, une fois qu'on aura tout démonté. Donc aussi, tant que j'y pense, je fais un appel pour un abonné sur Instagram qui m'a demandé, donc voilà, je vous lis, salut Scoomy, désolé de te déranger, j'espère que tu vas bien, blablabla. Je suis un acquéreur d'un 2.5 TE de 2011, 4 temps injection, qui a le stator de cramé. J'en ai acheté un qui était censé s'adapter, mais c'est pas le bon. Donc pourrais-tu m'aider à en trouver un? Donc voilà. Si quelqu'un a des pièces de 2.5 TE de 2011, donc Husqvarna en 4 temps, et ben voilà, faites-moi signe et voilà, je vous mettrai en contact avec, avec la personne, quoi. Voilà. Voilà, le message est passé. Allez gaz, on attaque l'histoire. Bon, j'ai mis un éclairage supplémentaire, j'espère que ça sera plus efficace. Je pense que oui, déjà rien qu'en filmant avec l'appareil, voilà, je le vois. Donc ça devrait être pas mal. Bon, le temps que je mets les gants, voilà, hein, comme d'hab. Voilà mon Instagram, ScoomyBrab518. Voilà, il y a un petit peu de tout dessus. Plus particulièrement hein, du FMX, hein, du freestyle motocross et un petit peu de mécanique. Dans les stories aussi, je mets les chantiers que je filme pas, je mets les chantiers aussi dessus. Les réductions FX Motors, hein, moins 10% avec mon code promo ScoomyFX, valable dès 150 € d'achat, voilà, sur tout le site, cumulable avec des articles déjà en réduction. Voilà, vous savez comment ça marche. Donc merci bien FX Motors. Super site, hein, y a de tout, hein, accessoires motocross, outillage, paddock, etc., etc. Au début de la décennie 2000, après un grand mouvement de démocratisation, le web est devenu un média social permettant à chacun d'entre nous non seulement d'échanger et interagir, mais aussi de créer et produire du contenu. L'utilisateur peut désormais s'exprimer sur la toile avec un nouveau pouvoir entre bon, ce qu'on va faire vite fait, tant que je l'ai là, tout vert, on va regarder le jeu aux soupapes. Mettre ça dans une casserole et puis dépenser de l'énergie, beaucoup d'énergie si vous faites ça en chauffant par une casserole, pour faire de ce choc entre eau salée et eau douce. Là, alors, je vais vous faire voir de plus près voilà ce que j'ai fait là. Bon voilà, je fais rapide, donc pour faire le jeu aux soupapes, donc je vais vous faire voir, il va falloir en fait aligner les poulies d'arbre à cam, donc en fait elles sont repérées. Hop, je vais faire voir ça tout de suite. Donc voilà, le repère. Et vous allez perdre beaucoup de l'énergie. Voilà, il faut, là c'est le plan de joint de la culasse, on est d'accord, hein. Donc voilà, il faut en fait que le petit poinçon là qui est au bout du tournevis là ici soit aligné avec le plan de joint de la culasse. Et voilà, il ne faut pas se tromper parce qu'en fait il y a deux poinçons, mais il faut que les deux poinçons soient voilà, en arc de cercle fassent un quart voilà, de ce côté et de l'autre côté pareil. Le petit point voilà, est là et l'autre est là. Donc de ce fait, vous avez les cams en fait en l'air sur l'extérieur. Donc ici et ici. Là et là, et là vous allez pouvoir faire votre jeu aux soupapes. Voilà, parce que ça touche pas directement sur les poussoirs. Un poussoir, j'en ai de bagnole là. Le poussoir, voilà, c'est fait comme ça, là, un poussoir. Voilà. Puis il y a une pastille en fait en dessous qui est d'une épaisseur plus ou moins grosse en fait pour pouvoir justement rattraper le jeu, quoi. Donc je vais vous faire voir. Donc pour ce qui est de l'échappement de mémoire, c'est 0,17 à 0,22 et l'admission c'est 0,10 à 0,15. L'échappement est toujours un peu plus gros parce qu'étant donné que c'est là où il y a la zone de chaleur la plus importante, les phénomènes de dilatation sont plus gros, donc il faut des jeux plus gros, voilà simplement. Bon alors, on a dit admission 0,10 à 0,15. Bon bah là le jeu est
Là, j'ai pris la plus grosse à 0,15 et le jeu est bien parce qu'il y a une légère résistance, donc c'est bien. La deuxième, la 0,15, elle passe pas. 0,14. Merci beaucoup à vous pour ces informations et donc à l'occasion de la publication de vos travaux cette semaine. Merci Agnès, à demain. Et puis Rebecca, on est s'intéresser au centre de réadaptation des orang-outans qui sont chassés par 0,10, ça passe bien. L'enquête montre que c'est symbolique dans l'utilisation des glucides ou la combustion des graisses, mais surtout ouais, ça passe. D'accord. Souche des souris à jeun doublait donc 0,12. Régénération. Ok, donc on est bonne. Et pour échappement, hein. Elle dit 17 et 0,22, donc je vais prendre 0,20. Voilà. Mais si la question taraudait les scientifiques, c'est parce que ce batracien à sang froid qu'on trouve au nord de l'Amérique a le super pouvoir de résister au gel. Comment? Eh bien, en cessant d'uriner pour stocker l'urée dans l'organisme. 0,20, ça passe, je vais essayer un poil plus. Essayer 0,21, voir. Allez, Monstre 2.0, l'autre visage des réseaux sociaux dans un instant. Ah non, là lui il bloque. Ah non, là il bloque aussi. Bon, donc voilà. Voilà, je suis bon, j'ai 0,20 les deux. Et là, par exemple, vraiment le top. Enfin, on est dans les tolérances. Après, on pourrait rééquilibrer un petit peu de ce côté, quoi. Mais on est, c'est bon, c'est dans les tolérances. Je suis vraiment pas au-dessus. Donc on est bonne. Bon allez, maintenant, à poil Maurice. Voilà, Monstre 2.0, c'est l'autre visage des réseaux sociaux que nous dévoilent nos invités, auteurs de ce livre qui paraît aux éditions François Bourrin, Pauline Escamboquier et Bertrand Névin. Alors Pauline Escamboquier, vous êtes sémiologue, maître de conférence à Paris Sorbonne Celsa, et vous étiez déjà venu nous voir dans l'émission pour un précédent ouvrage, Tous selfie, hein, pourquoi tous accro. Et puis Bertrand Névin, vous êtes théoricien de l'art et des médias, chercheur associé au laboratoire Art des images et art contemporain. Et vous enseignez également à l'université Paris 8 et dans un collège à Franconville, c'est ça, hein? Alors pour parler de ces nouveaux monstres qui surgissent sur Internet, les auditeurs... Bon, pour pas me prendre la tête, là, ce que je vais faire, je vais enlever 2-3 éléments. Comme ça, je serai tranquille, parce que ça m'évitera de me promener là, avec tous ces fils et compagnie, là. Le fait que maintenant, ce tartare, on appelle ça le tartare unique, que sont les réseaux sociaux, soit autant peuplé de monstres, parce que peut-être que déjà à l'origine, il y avait on pouvait voir dans cette envie de casser les codes, de casser ce qui est établi. C'est-à-dire qu'on est tous prêts à dégainer pour prendre un message, envoyer un message. Et c'est quand même un petit outil que tout le monde a, en tout cas que la majorité des personnes ont. Et puis des moyens techniques et technologiques qui sont d'une complexité folle. Et voilà, donc du coup maintenant on est tous des militaires contre le pouvoir établi, mais contre cette mobilisation des effets un peu... Avec ces concentrés technologiques, donc effectivement... Alors ce qui est amusant, c'est qu'on est tout premier sur le site de l'émission, il y a Pierre qui nous écrit et qui nous dit « J'ai moins de 40 ans et je nuis ». Finalement, il y a une minorité résistante qui... et souvent, il y a derrière cette minorité résistante, il y a une idéologie militante finalement de cette accessibilité gratuite, c'est-à-dire en fait, on est des digital d'abord. Donc ça, on peut s'y arrêter un instant, parce que c'est un aspect qui fait aussi la une de l'actualité en ce moment, avec le procès de Mark Zuckerberg. On écoute justement un extrait pour se rendre compte un petit peu de ce que ces réseaux sont capables d'organiser. Il suffit de regarder vos données personnelles pour savoir si en réalité, vous êtes bien une personne organisée dans la vraie vie. Nous pouvons transformer vos likes sur Facebook en des prédictions fiables de vos opinions politiques, religieuses, de votre intelligence, votre orientation sexuelle, ou même si vos parents sont divorcés. D'après lui, en analysant 10 de vos likes sur Facebook, l'algorithme vous connaît mieux que vos collègues. Avec 100 likes, il vous connaît mieux que votre famille. Et avec 230, il vous connaît mieux que votre conjoint. Voilà, Facebook, l'envers du réseau, c'était très récemment dans Envoyé spécial sur France 2, donc au moment justement de l'audition de Mark Zuckerberg, Bertrand Névin. On est scruté de partout, et les algorithmes d'ailleurs
savent plus de choses que nous, que notre propre entourage. Oui, en tout cas pour ceux qui jouent le jeu de les alimenter, c'est Et on est un nombreux autre à le faire. aspect, voilà, un autre aspect de ce monstre, c'est que des médias sociaux et non pas des médias antisociaux, c'est que il faut éduquer nos enfants. Ah, il était bien serré celui-là. Là. Justement, débanaliser cette sidération. Ouais, il était blindé de loctite. Ouais, il voulait pas s'en aller, Jean-Maurice. Là. Pour que derrière un commentaire, il y ait Et contrer les différentes problématiques. Mais vous, alors concrètement, comment vous faites, puisque vous vous occupez justement d'élèves, comment on enseigne ça aujourd'hui, avec quels effets aussi? Est-ce qu'on a déjà le recul pour le voir? Le recul, c'est, je ne vais pas dire que c'est le bon sens, mais oui, le recul, c'est par exemple, moi dans le cadre de mes cours que je donne au collège, donc je suis professeur d'art plastique, et il y a plusieurs fois où je propose à mes élèves de prendre leur smartphone pour faire des photos, pour faire des vidéos, pour toucher dessus. Là, ils me disent, parce que je sais pas, pour qu'il y ait une idée. Et donc du coup, j'essaie de leur dire que Internet, le smartphone, c'est un outil, et c'est pas un absolu, et que le plus bel outil qu'ils ont, c'est dans leur crâne, c'est dans leur cerveau, c'est leur créativité. Et puis après, moi en tant que papa, parce que j'ai deux enfants, un garçon de 8 ans et demi et puis une fille de 3 ans et demi, et ben l'idée c'est de, par exemple, ça déplaît au plus haut point mon fils, mais on a institué le fait que le dimanche c'était une journée sans écran, donc nous on se réfrène à ne pas y aller sur nos comptes et nos mails. Mon fils, voilà, on l'empêche de regarder ses vidéos dès les plus jeunes âges, dans une pression de communication, dans une pression de partage. Et je pense que les enfants se porteront très bien si on les met pas très tôt dans ce partage. Pauline Esclangoquier, alors toujours sur ce chapitre de l'éducation, comment on peut agir concrètement, pas seulement en interdisant ses enfants le dimanche de regarder le smartphone, je compatis à leur douleur. Alors il y a des initiatives qui sont déjà mises en place. Souvent c'est des initiatives soit individuelles d'enseignants. Non, pour savoir, tu sais, ce que le médecin il t'a dit, quoi, tu me diras. Et c'était 64 pour Ça roule Mathilde. Ça roule. Allez. Et à plus tard, gros. Ciao, ciao. De l'AFP. En effet, le cambriolage de la star de la télé-réalité a occupé les réseaux sociaux une bonne partie de la journée. Son nom a été posté plus de 390 000 fois aujourd'hui. La tête carrée. Voilà le pouvoir merveilleux de la famille Kardashian pour parler entre autres des monstres 2.0, l'autre visage des réseaux sociaux. Pauline Esclangoquier, vous avez étudié le cas Kardashian, en quoi il est intéressant justement pour maître de conférence comme vous? Alors j'ai étudié le cas Kardashian déjà parce que pour moi le monstre c'est ce qui est hors norme, donc déjà la manière dont elle a travaillé son corps qui devienne monstrueux hors norme dans le but d'en faire un corps marchandise, voilà, pour créer finalement une activité, notamment à travers le selfie. Pour moi, ça m'a interpellée parce qu'elle fait partie de ces monstres 2.0. Ah oui, c'est une activité vraiment en soi, du coup, le selfie. C'est-à-dire que, c'est devenu l'ambassadrice du phénomène et une des représentantes du phénomène. Et elle a su très bien exploiter ce nouveau genre pour en faire un vrai business, à travers la mise en scène de son corps, de ce corps qu'elle a travaillé pour devenir monstrueux et pour qu'il interpelle, pour que ça crée du buzz. Ouais, donc quand elle est victime d'un cambriolage la nuit à Paris, c'est un effet de sidération justement sur les réseaux sociaux? Alors quand elle est victime d'un cambriolage, même dans cet aspect où elle est une grande notoriété, eh bien, elle peut subir aussi à un moment donné des menaces. Alors justement, les menaces, l'homophobie, le quotidien pour évoquer donc cet ouvrage Monstre 2.0. Avant de nous quitter dans quelques instants, Bertrand Devin, un mot quand même sur le pouvoir de l'image, parce que ça c'est intéressant, et au fond, alors ça c'est pas du tout nouveau, même si on a l'impression qu'avec les selfies et la masse d'images qui circulent tous les jours sur les réseaux, c'est un phénomène nouveau, mais pas du tout en fait. On s'inscrit dans une longue tradition qui a démarré il y a bien longtemps. En fait, Faire attention parce que vous avez il y a un changement de régime. des demi-lunes là. On a parlé de l'image choc, on avait repris Ouais, c'est comme ça là. Paris Match, le jeu des images, parce que justement pendant très longtemps de la... Pas les mots, le choc des photos. C'est ça, oui. Ouais. Des premières peintures religieuses jusqu'aux peintures jusqu'aux avant-gardes du XXe siècle. On est déporté, Il y a hein. une tradition du choc de C'est pas l'image, vilain. et le photoreportage est bien ça, on montre une image qui va... Ce travail d'éditorialisation, c'est-à-dire de réflexion par rapport à ce que je vais poster, par rapport aussi aux commentaires que je vais faire à une image, c'est vraiment, ça joue sur l'émotionnel, le pathos, et il y a un terme que j'aime beaucoup qui s'appelle la dromologie, qui vient du grec dromos, qui signifie un circuit de course. Voilà. Donc on est un peu dans cette logique du circuit de course, et nous, ce qu'on essaie de dire, toujours parfait et l'environnement préservé.
Cet été, une semaine de vacances pour 4 dans le VVF Village Cap Ferré à Lège à partir de 979 €. 979 € seulement pour une semaine à 4 au bord de l'océan. À ce prix-là, on s'y retrouve. Réservez dès aujourd'hui sur vvfvillage.fr. vvfvillage.fr. Paris se réserve de disponibilité pour 4 personnes en location du 25 août au 1er septembre. VVF Village est une... Ça c'est le décompresseur automatique. Fabrice Rouel, bonjour. Bonjour Mathieu Villard. Affaire sensible en ce 7 mai. Avec l'inertie que ça fonctionne. Fabrice. Nous allons vous parler des grandes grèves de 1947 en France. A priori, c'était le début de la guerre froide. Et nous en parlerons avec notre invité Robert Menkerini, historien, auteur de Guerre froide, Grève rouge, paru aux éditions Sileps. Et merci Alexandre Chénier et Gilles Gaillard. Bon, de la technique sauf en faire voir. 15h. Vous voulez voir, j'avais dit les pastilles. Voilà un poussoir 2,5 KXF, Dominique Delaroy pour les infos. Bonjour. poussoir de Bonjour, le 106 GTI. GTI S16, hein, c'est pareil. Voilà, et la pastille que je vous expliquais, voilà, ça ressemble à ça. Et elle est d'une épaisseur dite pour justement rattraper le jeu aux soupapes qu'on a contrôlé tout à l'heure. Par exemple, si des fois mon jeu était trop grand, il aurait fallu mettre une pastille un petit peu plus large pour rattraper le jeu. Et là, on n'a pas besoin de les démonter, hein, ça sert strictement à rien. La 8e séquence débute ce soir 20h pour se terminer jeudi matin. Et pendant ce temps, quelques 200 On regressera plus au montage, au remontage, pardon. de la SNCF ont fait 80%, prévoit la compagnie. L'intersyndicale doit se réunir en fin d'après-midi pour la suite à donner au mouvement de rivalité de place entre les partis politiques semble pousser le président Mattarella à privilégier le scénario d'un gouvernement transitoire formé de techniciens. L'heure des comptes en Tunisie, un électeur sur 3 seulement s'est rendu aux urnes hier pour les premières élections municipales de la révolution. Une abstention massive qui sonne comme un désaveu cuisant pour la classe politique aux manettes de... Partent en ville où ils peuplent les lignes de production des grandes usines. Car il faut reconstruire dans le pays, quitte à sacrifier une génération. Alors, comment cette grève est... La discussion, bien souvent, n'amène rien. Et il faut bien qu'on trouve un moyen. Quel moyen nous avons, nous, ouvriers? Février 1947, Boulogne-Billancourt. Sur l'île Séguin, les chaînes de production de la grande usine Renault tournent à une cadence infernale. Le tout nouveau modèle de la marque, la 4 chevaux, petite voiture aux courbes rondes qui fera le bonheur de millions de Français, s'apprête à envahir le marché. Dans les vastes hangars du bord de Seine, sur un peu moins de 11 hectares, 30 000 salariés sont râlés jour et nuit, une ville dans la ville. Et c'est un haut lieu du syndicalisme, bien sûr. La CGT y revendique 17 000 cartes et s'imagine toute puissante, proche du Parti communiste. Dès mars 1947, des réunions ouvertes sont organisées par ces groupuscules. Elles rassemblent très vite une cinquantaine de personnes. La production pousse les cadences. Voilà la culasse. Et, s'il le faut, empêche les grèves. Pourtant, sur l'île Séguin, la modeste grève se propage. Ils sont d'abord 3 000 ouvriers arrêtés de travail, 10 000 le lendemain, puis 12 000 sur les 30 000 travailleurs du site. On remarque que les admissions sont plus grosses que les échappements. La paralysie est totale. Des bagarres éclatent entre CGTistes et grévistes. Et tout après se fait l'écho de la grève chez Renault, à l'économie du continent, en échange d'une alliance politique et militaire durable. Et il est refusé par Staline, évidemment. On s'est tout aussi agité. D'abord, le pays applique le programme du Conseil national de la résistance, matrice du fameux modèle social français, et grâce aux communistes, de formidables avancées voient le jour, comme le tout nouveau régime général de la Sécu. Dans cette 4e République encore jeune et fragile, des gouvernements de conciliation se succèdent, dans lesquels les 3 grands partis de l'époque sont 28,3% aux législatives, un poids lourd. Politiquement, le PCF se situe sur une ligne pro-stalinienne, et on peut même dire qu'il est piloté par Moscou. Mais le parti joue aussi le jeu parlementaire, démocratique, et se partage le pouvoir avec les 2 autres grandes formations politiques. Le 16 janvier 1947, le Parlement réuni à Versailles élit Vincent Auriol. Tu iras pas plus loin, mais désormais, tu vas refuser.
empêcher. Il faut substituer à la psychose mortelle de la hausse une sorte d'émulation pour la baisse. Les communistes ont congédié. Leur départ sonne le glas d'une période d'innovation sociale incontestable. Dans la foulée, le Parti communiste français se travaille aux 2 tiers. Finalement, le 15, le gouvernement concède une prime de 1600 francs et une avance de 900 francs pour tous les salariés. La grève, figure de l'homme du 18 juin, le FPF fabrique une place de choix dans la turbulente vie politique. Les municipales d'octobre 47 sont besoin de prendre tous les plats. C'est un raz-de-marée pour les gaullistes qui s'emparent notamment de Paris, Bordeaux, Marseille, excusez du peu. Une forte tension politique s'installe alors dans tout le pays entre gaullistes et communistes. L'union des forces réunies dans la résistance vole en éclats. Dans la cité phocéenne, c'est le RPF Michel Carlini qui rallie la mairie au favori communiste Jean-Christophe Holl, à quelques voix près grâce à l'abstention. L'opéra, souteneur du RPF, tire sur les patriotes. Le jeune Vincent Boulan est décédé, 4 blessés. Arrête au travail. L'agitation s'est étendue aux mines du Nord, où 80%. La grève se propage dans tout le bassin minier du Nord. Le lendemain, les blocages de la métallurgie parisienne. Les renseignements généraux s'inquiètent. Et du côté du pouvoir, on craint d'avoir à revivre les troubles d'avril mai. Le gouvernement ne sait plus comment répondre aux poches de révolte, à la crise générale qui ne dit pas son nom, à l'insurrection qu'on craint de voir éclater. À l'Assemblée nationale, M. Léon Blum demandait son investiture en attaquant à la fois le Parti communiste et le RPF. N'ayant pu réunir une majorité, M. Blum se retirait. Devant le bureau politique du parti, il laisse éclater sa colère. Selon lui, le mouvement a été beaucoup trop soutenu et amplifié, ce qui met le parti dans une situation difficile. Thorez met donc en place une stratégie de retrait progressif. Il faut essayer d'obtenir des avantages, mais faire en sorte que le travail ne